tu vois le prix de la réparation? Tu sais quoi? Moi, je ne dure jamais dans mon verre. Comment ça? Je vais à un rendez-vous très urgent. À mon retour, je t'explique. Ce monsieur que vous voyez est un assuré MAP. Avec l'assurance MAP, Maxi Autoprotection, la Générale des Assurances prend en charge les frais de réparation ou de remboursement des pièces défectueuses avec la main d'œuvre. Et seulement en 24 heures. À 24 heures? Et oui, et ce n'est pas tout. Tu as la possibilité d'ajouter l'option 0 franchise. Tu ne payes rien en cas d'accident ou de panne. Et aussi, pour faciliter tes déplacements, la Générale des Assurances met en ta disposition un véhicule pendant que je répare. Appelez-nous au 77 20 20 91 ou rendez-vous dans une de nos agences. À la GA, on vous croit, on vous suit. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La malnutrition est un mauvais état nutritionnel dû à une alimentation mal équilibrée ou mal adaptée à un individu ou à une population. Elle se traduit par des carences, des excès ou des déséquilibres dans l'apport énergétique et ou nutritionnel d'une personne. La malnutrition aiguë reste un problème de santé publique au Burkina Faso avec des prévalences élevées supérieures aux seuils d'alerte de l'OMS qui est de 10% dans les provinces du Ziro, du Sanguier, de l'Ubritenga et du Passoré. Cette situation s'est accentuée avec le contexte sécuritaire avec un nombre élevé des personnes déplacées internes à PDI. À la date du 31 mars 2023, ces PDI étaient estimés à plus de 2 millions et les plus vulnérables sont les enfants de moins de 5 ans qui constituent 11,57% des victimes de plusieurs maux dont la malnutrition. En 2023, le nombre d'enfants malnutris aigus attendu est de 600 000 dans le programme de prise en charge de la malnutrition. Ainsi, la gestion efficace des intrants nutritionnels tout au long de la chaîne nationale d'approvisionnement se positionne comme un maillon clé de la réussite de la prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë. Conscient de cet enjeu, le ministère en charge de la Santé a fait de la disponibilité continue d'intrants de qualité à chaque niveau du système sanitaire une priorité stratégique. Toutefois, la vente et l'usage illicite de ces intrants représentent aujourd'hui un obstacle pour une meilleure prise en charge de la malnutrition. Depuis 2020, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, avec l'appui de l'UNICEF, réalise chaque année une enquête sur la disponibilité et l'utilisation des aliments thérapeutiques. Les résultats de ces évaluations et des alertes ont révélé l'ampleur de cette vente et l'utilisation détournée des intrants. Il est question de sensibiliser les populations sur la prise en charge de la malnutrition et les conséquences de l'usage détourné des aliments thérapeutiques. Pour en savoir davantage, je reçois pour vous sur ce plateau Madame Estelle Bambara. Madame Bambara est la directrice de la nutrition. Monsieur Omar Koulibaly. Monsieur Koulibaly est le directeur général de Innofaso. Docteur Claudine Konaté. Docteur Konaté est spécialiste en nutrition à l'UNICEF. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous suivre. Madame Bambara, quelles sont les différentes formes de malnutrition et leurs causes? Merci bien, Madame Dao, pour la parole, pour l'opportunité que vous nous donnez sur ce plateau et de parler de la problématique de la malnutrition et surtout le détournement des intrants entrant dans la prise en charge de la malnutrition. Il faut dire que la malnutrition est un état pathologique qui résulte d'un déséquilibre entre les apports et les besoins de l'organisme. Et ça va se transformer à des carences ou à des excès en un ou plusieurs nutriments. Donc, nous allons avoir de la malnutrition par carence et de la malnutrition par excès. Quand on parle de la malnutrition par carence, vous allez entendre parler de la malnutrition aiguë, voilà, qui est une malnutrition récente. Et là aussi, il y a plusieurs stades, on va revenir sur ça. Il y a également la malnutrition chronique qui se manifeste par un retard de croissance. On parle également de malnutrition
pluricarentielles. Voilà. Et il y a également les carences spécifiques en un ou plusieurs micronutriments, dont les vitamines et les minéraux. Mais comment se manifeste cette malnutrition? Merci bien. Pour la malnutrition aiguë, vous allez avoir une perte de poids. On parle également d'amaigrissement. Et ça commence d'abord par la fonte de la graisse. Voilà, parce que comme l'organisme doit s'adapter, il va puiser dans ses réserves. Donc ça commence d'abord par la fonte de la matière grasse. Et ensuite, si rien n'est fait, ça va se poursuivre par la fonte musculaire. Et vous allez voir que la peau va se coller aux os. Voilà. On a également des cas de malnutrition avec des édèmes. Là, ça commence au niveau des 2 pieds de l'enfant. Et ensuite, ça remonte au niveau des 2 jambes de l'enfant. Et par la suite, ça sera tout le corps de l'enfant. Et par la suite, vous allez voir pour ce cas de malnutrition, la peau va commencer à s'effriter. C'est comme s'il y a un aspect de brûlé. Voilà. Et pour la malnutrition également chronique, c'est des enfants qui sont de petite taille par rapport à leur âge. Et là, ça commence depuis le ventre de la maman souvent. Voilà, la période de 1000 jours, comme on le dit, depuis la conception de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant ait 2 ans, normalement, on doit prendre soin de la mère et de l'enfant également. Et également, les autres types de carences, notamment les carences spécifiques, c'est surtout au niveau du Burkina. Il y a la carence en fer, voilà, qui se manifeste par l'anémie. La carence également en vitamine A, par la cécité crépusculaire. Voilà. Et les troubles dus à la carence en iode. Mais quelles sont les données récentes disponibles sur la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans au Burkina Faso? Il faut dire qu'actuellement, nous sommes autour de 9,9% d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent de malnutrition aiguë, et ce qui correspond à environ 630 000 enfants de moins de 5 ans qui souffrent de malnutrition aiguë au niveau du Burkina en 2025. Et pour la malnutrition chronique ou retard de croissance, nous sommes autour de 19% au niveau national, avec bien sûr des variations au niveau des différentes régions. Et pour l'insuffisance pondérale, c'est autour de 13%. Voilà. Par rapport aux chiffres, à ces chiffres, on peut dire que des progrès sont réalisés, mais ça reste toujours des défis. Oui, on peut dire qu'il y a des progrès. Oui, parce que quand on retourne autour de 2009, où on a commencé à mettre en place ce système de surveillance, on était autour de 11%, plus de 11% au niveau national de malnutrition aiguë, et actuellement nous sommes autour de 9,9%. Et pour la malnutrition chronique, on était autour de 32%. Et actuellement nous sommes autour de 19%. Donc c'est dit qu'il y a vraiment eu des progrès. Mais comme on le dit, c'est bon, mais ce n'est pas encore arrivé. Il y a toujours des efforts que l'on doit fournir. Voilà. Docteur Konaté, comment votre organisation, l'UNICEF, accompagne le gouvernement dans la lutte contre la malnutrition? Merci Madame Dao, merci de nous donner l'occasion de parler de l'appui de l'UNICEF auprès du gouvernement. Il faut dire que l'UNICEF est très engagé auprès du ministère de la Santé pour lutter contre la malnutrition. L'UNICEF contribue au renforcement de l'approche multisectorielle à travers la mise en œuvre d'un paquet d'interventions de prévention de la malnutrition pour prévenir l'état dont Madame la directrice a parlé, et également pour la prise en charge de la malnutrition à travers un paquet multisectoriel en ciblant tous les secteurs d'activité, que ce soit la santé, l'eau, l'hygiène, l'assainissement, la protection sociale et la sécurité alimentaire. L'UNICEF aussi contribue auprès du gouvernement à la coordination des interventions de nutrition auprès des partenaires qui interviennent en nutrition, et également à travers le cluster nutrition pour la réponse humanitaire. Et nous assurons également la surveillance nutritionnelle, la directrice l'a parlé. Nous appuyons le gouvernement pour mener des enquêtes pour avoir une idée de l'évolution de la malnutrition au niveau du pays. Nous avons également un rôle de plaidoyer pour la mobilisation des ressources domestiques en faveur de la nutrition. Donc nous mettons en œuvre tout ce paquet-là
pour contribuer à réduire la malnutrition. Monsieur Koulibaly, quel est le rôle de Innofaso dans la lutte contre la malnutrition en tant qu'acteur de l'industrie locale? Merci bien, madame. Merci pour l'invitation, justement. Peut-être permettez-moi de présenter rapidement Innofaso, une entreprise de droit burkinabé spécialisée dans la fabrication de solutions nutritionnelles et pour la prise en charge des différentes formes de malnutrition. Il faut préciser que Innofaso a été créé en 2011, avec pour objectif de rendre disponibles ces produits de traitement-là, qui étaient par avant importés depuis l'Europe et les États-Unis. Voilà. Innofaso aujourd'hui, c'est une équipe de 120 collaborateurs qui a une capacité installée de production de 6 000 tonnes qui couvre en fait le besoin et la demande locale pour ce qui est des produits de traitement. Voilà. Et depuis 2013 à aujourd'hui, la production locale de Innofaso a contribué à traiter environ 3 millions d'enfants dans notre pays et aussi un peu dans la sous-région. Pour revenir à votre question, Innofaso en tant qu'acteur de l'industrie locale fabrique et comment on appelle ça, rend disponible ces produits-là pour les acteurs humanitaires, dont le ministère de la Santé via la CAMEG, aussi UNICEF, et PAM et d'autres acteurs ONG. Bon, au-delà d'être même d'avoir cette casquette de fournisseur, aujourd'hui Innofaso se considère aussi comme un acteur de la nutrition. Voilà. Nous essayons de travailler au plus près et avec nos partenaires pour justement rendre disponible le produit de manière permanente, essayer de construire des stocks de sécurité pour faciliter la réponse de ces acteurs-là sur le terrain. On est vraiment dans un domaine d'urgence, donc il est important qu'il y ait toujours la disponibilité de ces produits-là pour faciliter leur programme. Mais quels sont les types d'intrants nutritionnels que vous fabriquez à Innofaso? Et pour l'instant, en production locale, Innofaso fabrique essentiellement 3 types de produits. Donc, nous avons le premier qui est utilisé pour les cas de traitement de la malnutrition aiguë sévère, Plantinote. Il faut préciser que c'est la population cible, c'est les enfants malnutris aiguë sévère à partir de 6 mois jusqu'à 5 ans. Donc, c'est vraiment un produit de traitement de la malnutrition aiguë sévère. Donc, j'insiste sur le mot sévère. Peut-être Diane va après développer, je pense qu'elle a déjà parlé de ça. Il y a aussi Plampi Sup, qui est un produit chemin de traitement mais de la malnutrition aiguë modérée. Donc, stade moins critique que la sévère. Donc, la couleur rouge. C'est ça, la couleur rouge, c'est sévère. Donc, la malnutrition sévère. Aiguë sévère. Et l'orange, la couleur orange. C'est ça, malnutrition aiguë modérée. Donc, depuis cette année, Innofaso a commencé la fabrication de Innov Nutribetter Plus, qui est une pâte lipidique qui vient un peu en support et pour justement qu'on appelle ça, éviter les retards de croissance. Et ça permet aussi le développement cognitif et moteur de l'enfant de 6 mois à 24 mois. Donc nous avons d'autres types de produits pour les femmes enceintes et allaitantes. Comme Diane l'a dit, la fenêtre des 1000 jours. Donc on a des produits nutritionnels qui permettent justement à la maman enceinte d'éviter que l'enfant soit dans des cycles de malnutrition. Madame Bambara, quelle est la place des Plum Nuts et Plum Sup dans la prise en charge de la malnutrition? Ok, merci bien Madame Dao. Il faut dire que l'avènement des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi et des aliments de supplémentation prêts à l'emploi a révolutionné le programme de prise en charge de la malnutrition, et pas seulement au Burkina, mais au niveau mondial. Parce qu'avant, vous allez voir que la prise en charge se faisait en hospitalisation, dans les centres de récupération. Et la maman, elle est obligée d'abandonner son foyer pour venir s'occuper de seuls enfants malnutris. Et là aussi, elle peut durer pendant des mois. Donc, ça fait qu'il y a eu des couples aussi qui se sont disloqués par rapport à cette prise en charge de la malnutrition. Donc, vous voyez qu'avec l'avènement de ces intrants, la prise en charge peut se faire en ambulatoire, au niveau des formations sanitaires. Et la maman, elle dort chez elle, elle vient à la formation sanitaire pour le suivi de son enfant. On lui donne la quantité d'intrants nécessaires pour la récupération de l'enfant pendant 1 semaine et elle revient pour le suivi chaque semaine. Voilà. Mais quels sont les protocoles en vigueur pour cette tranche d'âge de 0 à 5 ans?
Merci bien. Pour le protocole en vigueur, c'est le protocole de 2014, voilà, qui permet de prendre en charge la malnutrition aiguë modérée en ambulatoire dans les formations sanitaires et en communauté à partir du plan PISAP, comme on l'a dit, mais également avec des intrants locaux, voilà, notamment les farines infantiles. Voilà, on utilise aussi pour prévenir la malnutrition aiguë sévère. Comme on l'a dit, malnutrition aiguë modérée, c'est l'état d'alerte. Voilà, c'est l'état d'alerte, comme vous l'avez si bien vu, c'est orange. Voilà, ça veut dire que c'est bon, mais attention, on alerte la maman, attention, l'enfant risque de tomber dans la malnutrition aiguë sévère. Donc, ça permet de prévenir la malnutrition aiguë sévère. Et la malnutrition aiguë sévère, sans complications, qui se fait en ambulatoire dans les formations sanitaires, et on utilise du plan PINAT, donc la couleur rouge, pour la prise en charge en ambulatoire. Donc, comme je l'ai dit, la maman, elle peut dormir chez elle et puis venir à la formation sanitaire pour le suivi hebdomadaire de l'enfant. Et quand il y a la complication qui survient, en ce moment, il faut hospitaliser la maman avec l'enfant. Et c'est juste pour lever la complication. Et une fois que la complication est levée, la maman peut repartir en communauté pour faire le suivi avec, bien sûr, le plan PINAT. Mais en hospitalisation, c'est d'autres aliments thérapeutiques que nous utilisons, notamment les laits thérapeutiques. Voilà, puisque en même temps qu'on traite la complication qui peut être liée au manque d'appétit, le paludisme grave, la diarrhée. Voilà. Donc, une fois que cette complication est levée, elle peut retourner en communauté. Au CSPS de Zongo, le CREN, le Centre de récupération et d'éducation nutritionnelle, prend en compte plusieurs dizaines de cas dans l'année. Les enfants sont intégrés dans un programme nutritionnel qui leur permet de retrouver très vite une santé solide. Le suivi passe par un régime alimentaire cadré avec des aliments précis dont certains sont locaux et d'autres compléments appelés plaminette. Le reportage de Issouf Kaboré et Sonia Kokti. Durant le premier semestre de 2025, le CSPS de Zongo enregistre 75 cas de malnutrition aiguë sévère et 63 de niveau aigu modéré. Le CSPS accueille pour confirmation les cas généralement dépistés par les agents de santé dans les différents secteurs. La confirmation donne lieu à la prise en charge. Dès que l'enfant est confirmé malnutri aigu sévère, on donne le plan PINAT. Une semaine, le rendez-vous c'est chaque semaine. Un antibiotique aussi qu'on doit mettre systématiquement, à savoir l'amoxicilline qu'on donne aux enfants pendant une semaine également. Et bon, au bout d'une semaine, la femme revient pour son rendez-vous. Si la femme adhère, en tout cas, ça va. Les enfants déclarés atteints de malnutrition vont être intégrés dans le programme de traitement du Centre de récupération et éducation nutritionnelle porté par le CSPS. Au bout de 3 mois, leur santé nutritionnelle est généralement stable grâce au suivi rigoureux à différents niveaux. Pour le cas de la malnutrition aiguë modérée, nous les voyons chaque 2 semaines. Et pour les enfants malnutris aigus sévères, nous les voyons chaque semaine. Sur le plan médical, ce que nous faisons pour les enfants malnutris, souvent nous les mettons en supplémentation la vitamine A. Parce que c'est des enfants qui viennent avec un état un peu critique. Donc il leur faut de la vitamine A, dosée en fonction de l'âge. Si l'enfant est âgé de 6 à 11 mois, nous lui donnons de la vitamine A dosée à 100 000 unités internationales. Voilà. S'il est âgé de 12 à 59 mois, nous leur mettons sur la vitamine A 200 000 unités internationales, une seule capsule. Et en plus de cela aussi, nous leur faisons des parasitages, voilà, avec du mébendazole ou bien de l'albendazole. Voilà. Aussi, nous leur faisons de la supplémentation en fer acide folique. Qu'est-ce que c'est? Et aussi, certains viennent avec des calendriers vaccinaux non à jour. Voilà, donc nous sommes obligés de rattraper ceux qui ne sont pas à jour de leur vaccination. Donc la vaccination fait partie de cette charge-là. Les cas de malnutrition aiguë sévère avec complications, eux, sont référés dans des établissements spécialisés pour une meilleure prise en charge.
Les cas traités sur place dans le programme impliquent la consommation de rations de farine contenant des céréales, des légumineuses, du sucre et de l'huile, entre autres. On ajoutera souvent des minéraux et des vitamines à la ration, répondant aux normes internationales. On peut aussi utiliser comme la farine de mil, le poisson sec, voilà, pour ce qui concerne la malnutrition aiguë sévère. En plus de la vitamine que nous donnons, de l'albendazole, ou bien le déparasitant bien sûr, et du fer acide folique. Il y a un antipaludisme qu'on ajoute souvent, voilà, pour éventuellement soigner un cas de paludisme. Et il y a aussi le plomb pinate que nous utilisons. C'est un anti-PE qui est confectionné en fonction des besoins de ces enfants qui sont vraiment dénutris. Le mois passé, quand j'ai commencé le traitement, par la grâce de Dieu, ça va un peu. Qu'est-ce qui a changé? Bon, au niveau de son poids et du masse, le plomb-pinate, le commencement, elle ne pouvait pas manger. Mais je me suis renseignée avec d'autres femmes. Ils m'ont dit qu'on peut mélanger avec de l'eau. Et puis maintenant, là, elle arrive à bien manger. Elle a commencé à prendre ça. Normalement, si on suit les traitements, d'ici peut-être 3 mois, 4 mois, ça peut aller. La malnutrition concerne dans la majorité des cas des enfants âgés jusqu'à plus de 5 ans. Et le nombre de cas est en hausse au CSPS de Zongo en raison d'une arrivée massive d'enfants déplacés internes. Madame Amara, quel est le rôle précis des CREN dans ce dispositif de prise en charge de malnutrition? Est-ce que nous en disposons suffisamment à l'échelle nationale? Merci bien. Pour les unités de prise en charge de la malnutrition, on a 2 échelons. Il y a d'abord au niveau des formations sanitaires, où on fait le traitement de la prise en charge de la malnutrition aiguë modérée et également de la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère sans complications médicales, avec bien sûr le plan PUNAT. Là, c'est dans toutes les formations sanitaires, les CSPS, voilà, les centres de santé et de promotion sociale. Il y a également le CMA, qui est vraiment un niveau de référence pour le CSPS. Donc, quand il y a des complications, le CSPS réfère au niveau des centres médicaux avec antenne chirurgicale pour les cas compliqués. Et en ce moment, on utilise les LED thérapeutiques en hospitalisation. Comme je l'ai dit auparavant, c'est juste pour lever la complication et renvoyer l'enfant au niveau du CSPS. Voilà. Il y a également au cas où le CMA n'arrive pas à prendre en charge cette complication, il peut référer au niveau encore supérieur, à l'échelon supérieur qui est le CHR ou le CHU, voilà, le centre hospitalier régional ou le centre hospitalier universitaire pour lever cette complication. Et vous voyez qu'au niveau des 13 régions, nous avons des CMA, on a également des centres hospitaliers universitaires et des centres hospitaliers régionaux aussi. Voilà. Donc on en a suffisamment. Voilà, pour le traitement de la malnutrition. Voilà. L'UNICEF joue un rôle déterminant dans la lutte contre la malnutrition. Docteur Konaté, comment votre organisation soutient concrètement les efforts nationaux de la prise en charge des enfants souffrant de malnutrition? Merci Madame Dao. En effet, UNICEF contribue à la réponse au traitement des enfants en appui au ministère de la Santé parce que nous assurons l'approvisionnement en intrants. Donc nous achetons les intrants, une grande majorité des intrants auprès de l'entreprise Inofaso, qui est un producteur local. Donc cela facilite la disponibilité des intrants dans un court délai. Et c'est un produit de qualité. Nous assurons que le produit que nous achetons auprès de cette entreprise est de qualité. Donc nous assurons la disponibilité d'en moyenne 80% des enfants qui sont malnutris chaque année. Et également, nous assurons la distribution de ces intrants-là. Parce que lorsque ces intrants sont achetés auprès de l'entreprise, nous les donnons à la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques pour qu'ils assurent l'approvisionnement des formations sanitaires, tout comme les médicaments dont cette agence a la charge.
Aussi, pour nous assurer de toucher tous les enfants, nous appuyons le ministère pour la réalisation des campagnes de dépistage. Et nous avons essayé d'intégrer, maintenant le dépistage est intégré à toutes les campagnes de supplémentation en vitamine A. Donc, quand on fait les journées de supplémentation en vitamine A 2 fois par an, c'est durant le mois de juin, juillet et durant le mois de novembre et décembre, nous assurons que les enfants qui vont bénéficier de cette supplémentation sont systématiquement dépistés et nous couvrons 100% des enfants. Et également, lors des campagnes de chimioprévention du paludisme qui sont réalisées entre le mois de juin et le mois d'octobre, tous les mois, les enfants qui bénéficient de cette chimioprévention-là sont également dépistés, ce qui fait que ça renforce la couverture. Et de plus en plus, nous sommes en train d'implémenter avec la direction de la nutrition le renforcement des capacités des mamans. Donc, nous sommes en train d'outiller les mamans pour qu'elles puissent dépister elles-mêmes leurs enfants. Et ce qui contribue au dépistage précoce de la malnutrition. En plus de cela, nous assurons au niveau des centres de santé et le renforcement des capacités des acteurs. Nous nous assurons qu'ils délivrent des activités de qualité, qu'ils soignent les enfants. Et à travers cela aussi, nous faisons des supervisions pour nous assurer de la qualité, tant au niveau ambulatoire, comme l'a mentionné la directrice de la nutrition, qu'au niveau de l'hospitalisation, où les enfants qui souffrent de malnutrition avec d'autres pathologies associées sont hospitalisés. Nous faisons également des supervisions pour la gestion de ces intrants-là, qui sont faits au niveau des districts sanitaires. Et voilà un peu, nous collaborons également avec les ONG, les acteurs de la société civile, pour renforcer au niveau communautaire la qualité de ces interventions. Monsieur Koulibaly, en tant que producteur local d'aliments thérapeutiques, parlez-nous de la qualité de vos produits. Ok, merci bien madame. Il faut préciser que nos produits sont considérés comme des produits de santé, donc répondent en plus des normes en local, répondent aux normes internationales, codex aussi. Voilà, il faut préciser que un produit, un sachet de Plan-Pinot fabriqué au Burkina, Paris, Ino Faso, doit répondre, satisfaire aux mêmes exigences qualité que le même produit qui serait fabriqué en Europe ou aux États-Unis. Donc pour assurer cela, Ino Faso dispose de laboratoires internes, de labos internes pour faire le suivi quotidien de la qualité de notre production. Chaque lot de produit est contrôlé. Voilà. Et en plus de cette disposition, avant la libération, qui est la possibilité de livrer le produit au client, nous faisons faire des analyses par des laboratoires externes qui sont qualifiés, qui sont accrédités. Donc c'est suite à toute cette batterie d'analyses-là que nous avons la possibilité, nous, de livrer le produit à un client. Donc nous assurons vraiment de la qualité du produit. Mais comment vous travaillez en lien avec les acteurs de la santé? Okay. Justement, comme l'a dit Dr Konaté, il y a aussi avec les acteurs, il y a souvent des changements de spécifications tels que le packaging qui souvent doit être adapté en fonction des nouvelles exigences. Donc nous avons des discussions très étroites avec les partenaires en local. Et aussi nous, en termes de développement, si nous avons la possibilité d'utiliser des matières premières locales, alors nous discutons franchement avec les acteurs pour voir la faisabilité. Et au-delà de tout ça, j'ai dit aussi que, toujours en lien avec la question qualité, Ino Faso est certifié ISO 9001 et FSSC 22000. Voilà, donc ce qui montre quand même que nous prenons toutes les dispositions pour garantir la qualité intrinsèque de nos produits. Et sans faire la publicité, Ino Faso a été aussi 5 fois lauréat du prix burkinabé de la qualité au Burkina. Donc la qualité y est. Il n'y a pas de souci. Madame Bambara, pourriez-vous nous expliquer ce que sont précisément ces aliments thérapeutiques? Parce que, oui, et quel est le rôle fondamental cela joue dans le système de santé pour la prise en charge de la malnutrition? Merci bien, Madame Dao. Et comme on l'a vu dans la définition de la malnutrition, et la malnutrition aiguë, c'est une malnutrition par carence. Donc, il y a un déficit qu'il faut combler. Et ces aliments thérapeutiques prêts à l'emploi ou les aliments de supplémentation prêts à l'emploi viennent pour combler ces déficits-là chez ces enfants malnutris. Donc, ils sont carencés en protéines, en énergie et également en vitamines et en minéraux. Donc, c'est juste pour combler le déficit. Voilà.
Mais comment se fait l'approvisionnement de ces intrants nutritionnels? Et il faut dire qu'avant 2015, l'acquisition et la distribution de ces aliments se faisaient par l'UNICEF, voilà, qui importait ces aliments aussi à l'étranger au niveau de Copenhague. Voilà, donc ça pouvait prendre du temps. Et avec l'avènement de Innofaso, voilà, donc ça a permis d'améliorer la disponibilité de ces produits-là au niveau national. Donc au début de chaque année, on essaie de faire une quantification. Donc pour les besoins de l'année N, la quantification se fait au dernier trimestre de l'année N-1. Donc il y a une commission nationale qui essaie de quantifier les besoins en produits de santé prioritaires au niveau du ministère de la Santé. Donc on fait cette quantification en tenant compte pour ce qui est de la nutrition des cas de malnutrie attendus au cours de l'année N. Donc ces besoins sont transmis aux différents partenaires qui nous accompagnent pour voir comment assurer la disponibilité de ces produits-là. Et pour ce qui est de la distribution, c'est la CAMEC, voilà, qui assure le stockage et la distribution jusqu'au niveau des 70 districts sanitaires du Burkina Faso. Et maintenant, au niveau des districts, les formations sanitaires viennent s'approvisionner au niveau des districts sanitaires. Et au niveau des formations sanitaires, maintenant, on fait la prescription de l'ordonnance pour le bénéficiaire final. Voilà. On assiste ces derniers temps à une vente illicite de ces produits. Quelles sont les conséquences directes et indirectes de ce détournement pour les enfants malnutris qui devraient réellement en bénéficier? Merci bien. Il faut dire que, comme on l'a dit, la malnutrition, c'est une carence. Malnutrition aiguë, c'est une carence, un déficit qu'il faut combler. Donc, pour quelqu'un qui n'en a pas besoin, c'est comme si quelqu'un qui n'est pas malade et qui prend du paracétamol. Voilà. Pour le cas, voilà, il y a un impact sur la santé à partir du moment où l'organisme n'en a pas besoin. Donc, c'est l'état de la malnutrition, c'est un déséquilibre entre les besoins et les apports de l'organisme. Quand vous apportez plus, l'organisme aura tendance à stocker. Voilà. Et s'il arrive à stocker, à un certain moment, il ne peut plus stocker. Il va éliminer. Et bien sûr que ça aura des conséquences sur l'organisme, notamment l'obésité, en termes également d'insuffisance rénale et également plus tard des problèmes aussi cardiovasculaires chez ces individus. Également pour l'enfant malnutri qui devait bénéficier de ces intrants, on le prive de ces intrants. Voilà. Et quand on regarde également au niveau des devises aussi, c'est ça, c'est beaucoup d'argent que le gouvernement et ses partenaires mettent pour rendre disponibles ces produits à la disposition des bénéficiaires. Mais ça se retrouve ailleurs, sur la place du marché. Donc vous voyez que ça a des conséquences. Voilà. Non seulement sur l'individu, mais également au niveau aussi du système de santé. Docteur Konaté, au-delà des conséquences individuelles, comment ces pratiques de détournement affectent l'efficacité et la crédibilité de l'ensemble des programmes de nutrition au Burkina? Merci pour la question. Et en effet, lorsque les intrants qui sont achetés sur la base d'une quantification qui est faite par le ministère de la Santé et pour cibler un certain nombre de bénéficiaires, lorsque ces bénéficiaires-là ne reçoivent pas ces intrants, ils vont durer dans le programme de prise en charge. Ils vont, au niveau de leur famille, il y aura un impact. Un enfant qui dure à l'hôpital, ça engendre des frais supplémentaires pour la famille et cela a un impact même dans le fonctionnement au niveau du ménage. Et aussi, on aura de plus en plus d'enfants qui sont malades et de plus en plus d'enfants qui vont avoir des comorbidités, d'autres maladies associées. Donc ça va prendre de l'ampleur et on aura besoin de plus d'intrants pour soigner ces enfants-là. Et aussi, les mesures qui sont mises en œuvre pour lutter contre cette vente-là, on va générer des ressources additionnelles pour lutter contre la vente. Et cet argent qu'on aurait pu prendre pour faire d'autres actions essentielles est utilisé pour faire autre chose. Donc c'est vraiment une déperdition financière.
Aussi, lorsque les résultats, si nous ciblons de traiter un certain nombre d'enfants, nous avons des indicateurs, nous n'allons pas atteindre ces indicateurs-là. Et nous ne pourrons pas justifier cela auprès des donateurs. Donc, ça nous fait perdre de la crédibilité et ça nous fait perdre des financements additionnels. Et tout cela, ça contribue à augmenter la prévalence de la malnutrition et ça reste toujours un problème de santé publique. Madame Bambara, quelles sont les mesures concrètes que le ministère a mis en œuvre pour limiter ces fuites et renforcer la traçabilité, assurer un usage strictement médical de ces produits? Merci bien. Et comme je l'ai dit, on a un circuit national de distribution de ces produits. Voilà, donc c'est les mesures que le ministère a prises, c'est de renforcer ce circuit d'approvisionnement et en améliorant la gestion des intrants sur tout le long de la chaîne, donc de la CAMEC jusqu'au bénéficiaire final. Et il y a des mamans aussi qui tendent aussi à vendre ces intrants. C'est de voir comment on peut sensibiliser. Donc il y aura des activités. Les enfants de ces produits et puis aller vendre. Et aller vendre pour pouvoir acquérir d'autres biens. On a eu ces cas qui nous sont revenus. Voilà. Donc, vous voyez que, comme conséquence, ces enfants vont durer dans le programme. Voilà. Donc, c'est peut-être que ces mamans, elles ne savent pas. Il y a une méconnaissance, voilà, de l'usage thérapeutique de ces produits. Il y a également le fait que beaucoup pensent que c'est du chocolat. Voilà. Alors que ce n'est pas du chocolat. Voilà. Donc, c'est de mettre en œuvre des activités de communication pour le changement de comportement. Voilà. Pour arriver à convaincre les acteurs, voilà, que ce soit des acteurs de la santé, mais également la population de façon générale. Et on pourra venir à bout de ce fléau. Voilà. Mais quels sont les risques juridiques et les sanctions liées à la vente de ces produits? Il faut dire que ces produits sont inscrits sur la liste des médicaments essentiels et des produits de santé. Et il y a un décret qui a été pris en 2022 pour encadrer la commercialisation des substituts du lait maternel et des aliments thérapeutiques également, des aliments pour nourrissons et jeunes enfants. Donc, et dans ce décret, il est prévu qu'il y aura des sanctions en cas de commercialisation. Normalement, en tout cas, la personne doit payer 200 000 francs et en cas de récidive, c'est multiplié par 5. Voilà. Découvrons à présent les questions des téléspectateurs avec Viviane Tiendrebeau. Merci Maïmouna Dao. Madame Asita Lamizana Lawalo à Ouagadougou se demande à partir de quand est-ce qu'il faut s'inquiéter et consulter un professionnel de santé sur la nutrition de son enfant. Monsieur Seydou est enseignant, il a plusieurs questions. Quelle est la différence entre un ATPE et un aliment classique et un complément nutritionnel qui n'est pas thérapeutiquement élaboré? Est-ce que les ATPE sont sûrs pour tous les enfants de 0 à 23 mois? Quels sont les inconvénients dont on ne nous parle pas s'il y en a? Monsieur Larba Ouedraogo à Ouagadougou se demande s'il faut classer les plants peanuts sans faire leur publicité dans cette catégorie. Est-ce qu'il y a d'autres aliments thérapeutiques? Si oui, lesquels? Et est-ce qu'il existe des aliments thérapeutiques pour les adultes dénutris ou ceux qui souffrent de maladies et qui ont besoin d'être remontés? Monsieur Nassirou Sinka a une question. Comment produire ces aliments avec les produits locaux de notre terroir, surtout en cette période pluvieuse où on a beaucoup de produits forestiers non ligneux? Monsieur Ouattara, lui, se demande où est-ce qu'on peut se procurer officiellement les ATPE au Burkina Faso. Son autre question, quel enfant peut consommer ces produits et pourquoi certains enfants en reçoivent et d'autres non? Une téléspectatrice de Ouagadougou a plusieurs questions. Pourquoi la période de 0 à 23 mois est-elle considérée comme critique pour la nutrition des enfants? Les enfants nés prématurés ou avec un faible poids à la naissance sont-ils plus exposés
à la malnutrition, autant de questions qu'elle se pose. Monsieur Philippe Konaté, lui, est professeur de philosophie à Bobo-Dioulasso. Il se demande si le recours aux ATPE ne risque pas de devenir une solution de dépendance au lieu de traiter les causes profondes de la malnutrition. Est-ce qu'il faut aider les parents à trouver d'autres solutions pour remonter et lutter contre la malnutrition de leurs enfants? Monsieur Somda Der a entendu certaines femmes dire que leurs enfants refusent le Plumpy-Nut, qu'ils n'aiment pas cela. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire dans le cas où l'enfant refuse cela alors qu'il en a besoin? Quelle prise en charge spécifique vous proposez dans ces situations-là? Monsieur Sibsier se demande quels sont les résultats concrets obtenus grâce au programme de traitement par ATPE. C'est tout pour les questions des téléspectateurs d'aujourd'hui. Question des téléspectateurs. Madame Asita Lawalo Lamizana et Lawaga, elle se demande à partir de quand faut-il s'inquiéter et consulter un professionnel de la santé. Je suppose qu'à partir de quel moment l'enfant nécessite une consultation. À quel moment il faut s'inquiéter? Docteur Konaté. Ok, merci Madame Dao. Il faudrait que normalement, depuis que l'enfant naît, il a des rendez-vous de consultation mensuels pour le suivi de sa croissance au niveau de la formation sanitaire. Et au cours de ces rendez-vous de suivi, on va vérifier s'il a un bon état nutritionnel, mais on va vérifier aussi son statut vaccinal et vérifier s'il n'a pas d'autres pathologies. Donc au cours de ces rendez-vous-là, lorsqu'on va voir que l'enfant ne grandit pas normalement comme cela est prévu, ou lorsqu'il ne prend pas normalement du poids, puisqu'on a des courbes de croissance que l'on suit, et à ce moment-là, il faudra s'inquiéter. Et si elle va chaque mois pour le suivi de la croissance de son enfant, on pourra lui donner au niveau du centre de santé toutes les informations et l'orienter vers le service adapté pour la prise en charge de son enfant. Monsieur Seydou, il est enseignant, il a plusieurs questions. Quelle est la différence entre un ATPE et un aliment classique ou un complément nutritionnel? La première question, la différence. Ok. Les ATPE, ce sont des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi et ce sont des aliments avec une valeur énergétique très élevée qui sont définis pour des états particuliers de malnutrition. On l'a mentionné tantôt, pour les enfants qui souffrent de malnutrition aiguë sévère, la valeur énergétique qui est définie dans ce produit-là est destinée spécifiquement à ces enfants-là. Et en fonction de leur poids, on va définir des quantités qu'on va leur donner. Maintenant, les compléments nutritionnels, eux, ils viennent compléter les apports nutritionnels de l'organisme. Et pour délivrer aussi, pour prendre ces compléments nutritionnels, il faut consulter un spécialiste qui va orienter sur le type de complément nutritionnel qu'il faut prendre en fonction de l'état de la personne. Donc, c'est totalement différent. Et pour les tranches d'âge, est-ce que ce sont des produits qui sont sûrs pour les enfants de 0 à 23 mois? De 0 à 6 mois, l'enfant, normalement, doit être sous allaitement maternel exclusif. Entre 6 et 23 mois, il va commencer à diversifier son alimentation. Donc, on doit lui donner d'autres éléments nutritionnels. Il doit manger avec la famille et en plus de l'allaitement qu'il va prendre. Maintenant, en fonction de son état, comme je l'ai dit tantôt, on va identifier le type de traitement. Pour les moins de 6 mois, on a un protocole spécifique qui est adapté à ces enfants-là. Donc, s'ils sont malnutris, ils vont devoir rester au niveau du centre de santé pour être suivis sur le plan nutritionnel et sur le plan médical et aussi pour suivre l'état de la maman. Donc, on va essayer d'évaluer toute la composante pour les prendre en charge. Et maintenant, au-delà de 6 à 23 mois, si leur état ne nécessite pas une hospitalisation, on va leur donner ces aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. Est-ce qu'il y a des inconvénients dont on ne parle pas? C'est la suite de la question. Madame Bamara. Bien sûr qu'il y a des inconvénients, comme on l'a dit, ces aliments viennent pour combler un déficit. Voilà, donc quand tu n'en as pas besoin et que tu en consommes, ça va te créer des problèmes.
Mais quand il y a un déficit, il n'y a pas de souci. Quand il y a un déficit, il n'y a pas de problème. Et là aussi, il faut aller dans les services de santé pour être sûr que tu es déficitaire et que tu en as besoin. Alors, ça doit être sous prescription médicale. Voilà. Monsieur Larba Ouedraogo Awaga se demande s'il faut classer les pleins peanuts dans cette catégorie. Est-ce qu'il y a, sans faire la publicité, est-ce qu'il y a d'autres aliments thérapeutiques, si oui, lesquels? Est-ce qu'il en existe pour les adultes dénutris? Merci madame. Il faut dire que je parlais tout à l'heure aussi des compléments nutritionnels tels que SQLNS pour les enfants de 6 mois à 24 mois, voilà, qui vient en support, voilà, pour justement prévenir les cas de retard de croissance. Nous avons aussi Enov Mam, voilà, qui est en distribution, qui est plus destiné aux mamans, c'est-à-dire voilà, les femmes enceintes et allaitantes, voilà, pour justement éviter que l'enfant qu'elle porte tombe dans l'épisode de malnutrition. Au-delà de ça, nous avons aussi d'autres produits en support nutritionnel pour les personnes qui vivent avec, qu'on appelle ça, des maladies chroniques, voilà, telles que le palu, voilà, le VIH en support nutritionnel, Plampi-Hop. Et nous avons aussi un nouveau produit, voilà, qui est Nutri-Hop, qui est plutôt utilisé pour la nutrition des personnes qui peuvent avoir des difficultés à s'alimenter, qui présentent des maladies telles que le cancer. Voilà. Donc, ces différents produits existent, mais qui ne sont pas des aliments thérapeutiques. Comme l'a si bien expliqué Diane, les aliments thérapeutiques viennent pour répondre à un état pathologique bien précis. Nous avons d'autres produits qui sont plutôt des compléments ou bien qui viennent en support nutritionnel, mais qui ne sont pas considérés comme des ATPE. À ce que Ino Faso vient de dire, c'est des aliments de supplémentation. Donc, quand la femme elle arrive à bien manger, normalement, elle n'aura pas besoin de ces suppléments. La même chose aussi chez les enfants. C'est parce que dans nos pays, la diversification des aliments n'est pas ça. C'est pour cela qu'Ino Faso vient avec ces produits pour combler le gap par rapport à l'alimentation. Voilà. Nassirou Senka a une question. Comment produire ces aliments avec les produits locaux de notre terroir, surtout en cette période où on a beaucoup de produits forestiers non lignés? Monsieur Koulibaly. Merci bien. Il faut préciser que la matière première de base dans nos produits est l'arachide. Et c'est vrai que tout à l'heure, je parlais du niveau d'exigence qualité, voilà, qui fait que ça se répercute sur les matières premières. Voilà. Et effectivement, quand nous avons commencé, ce n'était pas évident, par exemple, de pouvoir utiliser l'arachide local. Mais nous avons travaillé vraiment avec des partenaires techniques, que je remercie au passage, INERA et ToSkill, voilà, qui nous ont permis aujourd'hui d'organiser un peu la filière. Voilà. Aujourd'hui, Ino Faso travaille sur la base d'agriculture contractuelle avec 6 coopératives qui regroupent environ 3800 producteurs. Donc nous arrivons à utiliser l'arachide du Burkina, voilà, dans nos formulations. Voilà. Il faut dire aussi que nous n'avons pas beaucoup de marge de manœuvre sur l'utilisation de toutes les matières parce que nous devons rester un peu sur les exigences au niveau mondial. Voilà. Donc, mais l'arachide, en tout cas, nous avons réussi à travailler sur une filière locale. Monsieur Ouattara, où peut-on se procurer les ATP au Burkina? Madame Amas, une autre question. Quel enfant peut consommer ces produits? Pourquoi certains enfants reçoivent et d'autres pas? Bon, il faut dire que ces produits, normalement, devaient se retrouver dans les formations sanitaires. C'est là-bas qu'on doit se procurer et pas dans un autre circuit. Voilà, parce que ce sont des aliments spécialisés destinés à des personnes bien spécifiques. Voilà, donc pour le traitement et la prévention de la malnutrition. Il faut dire aussi que pour la prévention de la malnutrition, nous faisons aussi des activités de communication. On montre aux mamans comment avoir une bonne alimentation et également comment bien nourrir leurs enfants. Avec nos produits locaux, comme le téléspectateur l'a si bien dit, il y a des produits forestiers non liés qui sont là, qu'il faut valoriser. Et à travers nos activités de communication, nous faisons la promotion de l'utilisation de ces aliments qui sont riches en nutriments aussi. Voilà. Donc, en même temps qu'on fait le traitement, on fait également des activités aussi de communication pour la prévention de la malnutrition. Pourquoi la période de 0 à 23 mois est-elle considérée comme critique pour la nutrition de l'enfant? Docteur Konaté, puis les enfants nés prématurés ou avec un faible poids à la naissance sont-ils plus exposés à la malnutrition? En effet, la période mentionnée, en fait, la période la plus critique, c'est même dès la conception de l'enfant. Donc, c'est ce qu'on appelle la période des 1000 jours. Donc, dès que la maman tombe enceinte,
pendant la gestation jusqu'à ce qu'elle accouche et que l'enfant ait 23 mois, c'est la période la plus critique parce que c'est la période où le développement psychomoteur se fait. Donc, il faut à ce moment-là que la maman ait une nutrition adaptée pour pouvoir accoucher un enfant qui a un bon poids, qui a une bonne taille. Donc déjà même, le problème de retard de croissance survient généralement au cours de la période de la grossesse. On appelle le cycle intergénérationnel. On constate qu'une maman qui est de petite taille, qui ne mange pas bien, qui est malade, elle va accoucher un enfant qui est aussi malade, qui va grandir avec des carences et il ne va pas bien se développer. Et si c'est une fille, c'est un engrenage. Donc il faut bloquer cet engrenage-là. C'est pour ça que dès la grossesse, déjà, il faut bien s'occuper de la maman. Et sur les aspects d'hygiène, sur les aspects de nutrition. Ensuite, maintenant, quand elle accouche, à partir de 0 à 23 mois, l'enfant dépend exclusivement de la maman. Donc, il faut que de 0 à 6 mois, il ait un allaitement exclusif qui va le protéger de beaucoup de maladies. Le premier vaccin, c'est l'allaitement. Donc, quand l'enfant va être exclusivement nourri au sein jusqu'à 6 mois, il va bénéficier de ça. Et aussi de tous les des nutriments possibles. Et aussi de 6 à 23 mois maintenant, il va commencer à s'adapter. Et cette période est critique parce qu'à ce moment-là également, l'enfant a besoin d'éléments nécessaires pour grandir normalement. Donc, il faut continuer à le suivre, il faut continuer à le nourrir. Si on rate cette étape, il va mal se développer, il aura des problèmes plus tard. Quand il va se développer, il ne va pas être intelligent, il ne va pas bien grandir et tout ça devient un problème pour la société. Et vous constaterez aussi que les prématurés qui naissent avant l'âge sont plus affaiblis, ils sont plus à risque effectivement. Donc c'est pour ça que quand ils naissent, on les garde sous couveuse jusqu'à ce qu'ils aient la taille et le poids nécessaires pour pouvoir rentrer chez eux. Donc ces enfants également sont plus exposés et il faut mieux les suivre. Voilà, donc la période des 1000 jours, quand vous allez voir que tous les programmes du ministère tournent autour des femmes enceintes, des femmes allaitantes et des enfants de moins de 5 ans. Bien sûr, c'est pour encadrer ces périodes de 1000 jours qui est vraiment une période critique, comme le docteur Konaté l'a si bien dit. Voilà, pour éviter, parce que tout ce qui est perdu pendant cette période ne peut plus être rattrapé plus tard. Voilà, donc si tu as perdu 1 cm pendant cette période, tu ne peux plus rattraper plus tard. Donc, on met beaucoup l'accent sur cette période de 1000 jours qui commence de la conception jusqu'à ce que l'enfant ait 2 ans. Voilà. Monsieur Konaté Philippe est professeur de philosophie à Labo de la société. Se demande si le recours aux ATPE ne risque pas de devenir une solution de dépendance au lieu de traiter les causes profondes. Merci bien aux téléspectateurs pour la question. Comme on l'a si bien dit, au même moment qu'on traite la malnutrition, on met également un programme de prévention pour, bien sûr, prévenir la malnutrition, pour que l'enfant qui vient pour son épisode de malnutrition ne revienne plus pour un autre épisode de malnutrition, ou que les enfants qui sont à la maison ne tombent pas dans la malnutrition. Donc, le traitement de la malnutrition, c'est pour que l'enfant ne meure pas. Voilà, donc c'est pour récupérer l'enfant, mais en même temps aussi, on donne également des conseils. On met en œuvre des interventions de prévention pour que les enfants ne tombent pas dans la malnutrition. Monsieur Der Somda a entendu que certaines femmes disent que leurs enfants n'aiment pas le plein peanut. Que faire dans ce cas où l'enfant refuse? Docteur Konaté. Mais c'est en cas de refus, bon, c'est normal, hein. Du jour au lendemain, on introduit un produit comme ça chez un enfant qui est malade, donc il peut refuser. Et face à cette situation-là, quand l'enfant refuse, on est obligé de l'amener à l'hôpital pour le garder au niveau du centre de santé, pour le suivre, pour une surveillance nutritionnelle et pour l'habituer à l'utilisation de ce produit-là. Et ainsi de suite, quand on va l'exposer de plus en plus progressivement à ce produit pour l'habituer à l'utilisation. Et on va voir aussi peut-être qu'il y a d'autres pathologies qui sont sous-jacentes qui ont été la cause de cet état-là. Et on va profiter, traiter ça. Et par la suite, il finit toujours par s'habituer et on le donne rendez-vous au niveau pour la prise en charge en ambulatoire pour la suite de son traitement.
D'accord. Madame Bambara, cette question de M. Sipsié, il se demande quels sont les résultats concrets obtenus grâce au programme de traitement par ATPE. Il faut dire que les aliments thérapeutiques prêts à l'emploi, ce sont des concentrés de produits, concentrés de protéines et d'énergie, et de minéraux et de vitamines, voilà, qui permettent de combler, comme je l'ai dit, le déficit qui se manifeste chez l'enfant malnutri. Donc, ça a permis en tout cas de récupérer en 3 semaines, normalement, l'enfant peut récupérer de sa malnutrition, puisqu'on tient compte du poids de l'enfant pour donner la quantité de plampinate, voilà, pour la prise en charge de l'enfant malnutri. Donc, il y a en tout cas des bonnes performances au niveau des formations sanitaires. Tant que ce produit n'est pas partagé avec les autres frères de l'enfant, ou tant que ce produit n'est pas vendu par la maman, voilà. On arrive vraiment à récupérer l'enfant. Et comme vous l'avez si bien dit, et Dr Konaté l'a si bien dit, si l'enfant n'arrive pas à manger le plampinate, c'est qu'il y a un problème. Parce que le manque d'appétit, c'est une complication pour nous. Et il faut, comme elle a dit, il faut référer l'enfant à un échelon supérieur. Voilà. Pour compléter, il a demandé des résultats concrets. En termes de résultats concrets, l'année passée, en 2024, plus de 150 000 enfants malnutris aigus sévères ont été traités avec un taux de guérison de plus de 92%. Donc, imaginez 150 000 enfants qui bénéficient du traitement et plus de 92% sont guéris. C'est totalement satisfaisant. Et donc, par là, on revient encore sur le phénomène de détournement. Vous, en tant que partenaire l'UNICEF, quelles mesures spécifiques mettez-vous en place pour assurer une meilleure traçabilité afin d'éviter ces fuites? Ok, merci. Effectivement, ces cas de détournement d'intrants causent énormément de problèmes. Et face à ce constat, nous avons travaillé en collaboration avec l'ADN, avec Enofaso, pour mettre en place un comité pour élaborer un plan d'action pour lutter contre cette vente illicite des intrants-là. Et de ce fait, il y a tout un plan de communication qui a été développé pour vraiment adresser ce problème. Et la direction de la nutrition a saisi les autorités également à travers une plainte pour signaler qu'il y a quelque chose d'anormal qui se produit sur le terrain. Et nous constatons effectivement des saisies qui ont été faites sur le terrain par rapport à ces intrants qu'on a trouvés là. Nous mettons en œuvre aussi, en collaboration avec le ministère, des supervisions conjointes sur le terrain pour nous assurer que les intrants arrivent effectivement au niveau des formations sanitaires et que les bénéficiaires les reçoivent. Et pour cela, nous avons chaque année des évaluations. Nous allons jusqu'au niveau des ménages pour nous assurer qu'ils utilisent de façon efficace ces intrants-là et qu'ils reçoivent les quantités qu'ils doivent recevoir pour pouvoir traiter adéquatement leurs enfants. Et nous travaillons vraiment en continu avec l'ADN et pour la traçabilité. Nous savons aussi avec Enofaso qui a mis en place une manière de tracer tous les cartons de plampinate qu'on délivre. Peut-être qu'il va compléter. Donc, parlez-nous de votre dispositif de traçabilité. Ok, merci bien. Bon, comme Dr Konaté l'a expliqué, en fait, chez Enofaso, nous avons un système de traçabilité ascendant et descendant. Donc aujourd'hui, seulement avec les numéros marqués au dos du carton, les numéros de l'eau, nous arrivons déjà à savoir quelles sont les matières premières qui ont été utilisées pour la fabrication du sachet, mais aussi à quel acteur le carton a été livré. Donc aujourd'hui, effectivement, nous arrivons très souvent à tracer, comment on appelle ça, s'il s'agit en tout cas d'une production de Enofaso, nous arrivons à savoir vers qui ce sachet a été livré, ainsi de suite. Voilà. Donc il y a vraiment une traçabilité continue que nous menons au carton près, voilà, pour toutes les livraisons que nous effectuons. Quels sont vos principaux défis en tant que producteur local pour garantir la disponibilité et l'accessibilité des ATPE tout en sécurisant aussi leur distribution? Ok.
Et merci beaucoup. Et comme je l'ai dit aussi, nous sommes un des défis majeurs que nous faisons face, c'est le changement continu des normes. Le changement continu des normes. Et je vais toujours revenir sur le cas des arachides. Récemment, il y a eu un changement parce qu'il nous faut travailler à mettre en place une filière assez bien organisée. Et tout de suite après, nous avons même investi dans une unité de torréfaction. Après, il y a eu un changement au niveau mondial des normes qualité, des exigences, qui fait qu'aujourd'hui, les variétés disponibles d'arachides en local ne permettent pas forcément d'atteindre ces nouvelles exigences-là. Et là, pour réponse, il nous faut travailler en ce moment avec l'INERA. Voilà, nous avons fait introduire une nouvelle variété qui est en processus d'enregistrement au niveau du catalogue national. Mais c'est montrer quand même que nous faisons toujours face à ces changements de spécifications. Voilà, il faut tout de suite s'adapter. Un des défis aussi, voilà, comme on l'a dit, nous considérons comme acteurs de la nutrition et il est important de parler de ce point-là qui est la compétitivité. Parce que le plus important pour tous, c'est de pouvoir traiter le plus d'enfants avec le budget, le budget disponible. Voilà, et aujourd'hui, ces produits considérés comme des produits santé, très souvent sont exonérés. Je parle du produit fini. Et aussi, les acteurs des autres entreprises qui fabriquent ça en Europe ou aux États-Unis ne payent pas des taxes intérieures dans leur pays, puisque toute leur production est réexportée. Voilà. Alors que nos entreprises locales, en achetant ces matières premières en local, payent la TVA qui n'est pas réfacturée. Donc, cela peut effectivement un peu impacté sur la compétitivité finale de la production locale. Mais nous travaillons vraiment à être le plus compétitif possible pour les acteurs du Burkina. Et je tiens aussi à souligner qu'on appelle ça le nouveau code des douanes. Voilà. On a eu des discussions aussi avec monsieur le ministre de la Santé et de l'Économie, qui nous ont facilité justement et qui nous ont expliqué les nouvelles dispositions qui sont mises en place. Et nous espérons en tout cas pouvoir profiter de ces nouvelles dispositions-là qui vont nous permettre de renforcer notre compétitivité. Ok, nous sommes presque à la fin de cette émission. Docteur Konaté, quelles sont selon vous les stratégies nécessaires pour endiguer efficacement le phénomène de vente illicite des ATPE? Ok, merci. Les stratégies nécessaires pour endiguer ce phénomène reposent essentiellement sur la communication. Il faut vraiment renforcer les connaissances des gens pour qu'ils comprennent ce qu'ils font. En achetant un produit qui ne leur est pas destiné, lui-même il peut tomber malade. En achetant un produit qui est destiné à un enfant malnutri, on prive un enfant d'intrants nutritionnels. Aussi, nous devons sensibiliser aussi, nous travaillons avec les acteurs, les autorités coutumières et aussi nous devons travailler avec les services douaniers pour ne pas laisser passer ces intrants-là au niveau des frontières. Et nous souhaitons également une meilleure implication des acteurs pour une prise de conscience personnelle, pour que chacun essaie, lorsqu'il voit ça, qu'il dénonce. Il faut de la dénonciation. Il faut vraiment que lorsqu'on voit quelqu'un qui vend ça, qu'on puisse le dénoncer pour endiguer ce phénomène. Voilà selon moi ce qu'on peut faire. Ok, monsieur Koulibaly. Merci bien. Et je pense que, comme l'a dit le docteur Konaté, on remarque aussi quand même qu'il y a beaucoup de produits qui sont aussi similaires, mais qui ne sont pas fabriqués en local, qui arrivent malheureusement à rentrer. Alors, on ne sait pas par quel moyen. Donc, je pense qu'il y a eu déjà des saisies qui ont montré aussi qu'une grande partie de ces produits-là ne sont pas en fait des produits fabriqués par Innofaso, mais des produits qui sont rentrés, qui sont venus d'ailleurs. Donc, je pense qu'effectivement, un travail de contrôle pourrait justement aussi contribuer à éviter, à éliminer ces problèmes-là. Mais au-delà de tout aussi, la sensibilisation, nous continuons, Innofaso en tout cas pour sa part, essaie de passer par ces réseaux sociaux, faire de la communication, la sensibilisation, pour montrer quand même l'usage de ces produits-là. Et souvent, on a souvent des personnes qui nous appellent, qui font des recherches, qui viennent carrément au bureau pour acheter un carton. Donc nous prenons le temps justement de les expliquer l'usage et très souvent à la fin on remarque quand même que la personne a compris. Je pense que c'est un travail continu que nous pouvons mener parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas aussi que ce n'est pas un produit destiné à la consommation grand public. Madame Mabara,
selon vous, quelles sont les stratégies, les actions spécifiques qu'on doit mener afin d'éviter les détournements et garantir aux personnes qui sont dans le besoin d'accéder facilement à ces produits? Ok, merci bien. Il faut dire qu'au-delà de la communication, voilà, chacun de nous doit utiliser sa voix pour sensibiliser son entourage sur le bien fondé de ce produit qui est un aliment thérapeutique et destiné à des personnes spécifiques. Voilà. Et au-delà de ça, il faut également une lutte multisectorielle. Comme Ino Faso vient de mentionner, on a des intrants qui quittent ailleurs pour arriver au niveau du Burkina Faso. Donc, il faut qu'au niveau des pays, des 3 pays surtout de l'AES, voilà, parce qu'on a retrouvé des intrants du Mali au Burkina, des intrants du Niger au Burkina. Certainement que nos intrants aussi se retrouvent dans ces 2 autres pays. Il faut d'abord une lutte collégiale entre ces 3 pays. Mais en interne ici, il faut que ça soit multisectoriel avec l'implication des autres secteurs, dont la sécurité, le commerce et également le ministère de l'économie à travers aussi la douane qui sont au niveau des frontières. Voilà. Merci. Donc, c'est la fin de cette émission. Merci d'être venu sur ce plateau. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous. Santé Mag vous retrouve d'ici là pour un autre numéro. Prenez bien soin de vous. Bonsoir. Souscrivez à la map de la GA et les pièces défectueuses de votre véhicule seront réparées ou remplacées en cas de panne, main d'œuvre y compris. Vous ne rêvez pas, vos pannes sont désormais réparées à la GA. Ce n'est pas fini, vous avez la possibilité de choisir l'option 0 franchise et tous vos frais de réparation seront intégralement pris en charge sans aucune contribution de votre part. Vous n'êtes pas encore au bout des surprises, votre véhicule est irrécupérable après l'accident, la garantie perte totale de la GA vous assure le versement d'une indemnité en cas de perte totale du véhicule assuré. Et tout ceci en 24 heures de temps. Pour connaître les conditions de souscription et d'indemnisation, appelez-nous au 77 20 20 91 ou rendez-vous dans une de nos agences. À la GA, on vous croit, on vous suit.